Bonjour à tous, installez-vous tranquillement, ici c'est Alexandre sur Radio Balistique, bienvenue sur Standard. Cette émission vous est proposée par l'Atelier de la Poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Vous voulez des infos, vous avez des idées, retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram, l'Atelier de la Poissonnerie. Ce soir nous recevons Giovanni Ortega de la compagnie La Bolita, la compagnie Les Enfants du Tonnerre ainsi que la compagnie des Objets Perdus. Mais tout d'abord, Nima Fakrara avec 23541, vous êtes sur Standard. Standard. Giovanni, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, Ça va, ouais, content, le soleil revient. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas? Et bon, je suis mexicain. Voilà, donc je n'ai commencé mes études au Mexique, bon, je fais du théâtre. Et j'ai commencé il y a une trentaine d'années, donc je n'ai réalisé l'École nationale de théâtre au Mexique. Et à la sortie de celle-ci, la proposition de conformer une classe internationale avec des élèves sortant du Conservatoire de Paris. Ce qui explique... voilà, ma relation avec la France, donc qui va m'amener il y a une vingtaine d'années à une rencontre aussi avec le Berry, avec la région centre. Et donc maintenant, depuis 7 ans de retour à Châteauroux, bon voilà quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la Bolita? Alors, si, la Bolita justement,
Suite à la crise des intermittents en 2003-2004, il y a eu un regroupement des gens de le spectacle, des intermittents sur le territoire. Et spécifiquement à Châteauroux, un groupe de gens, donc des techniciens, des musiciens, des comédiens, des artistes, des gens même qui venaient du social et tout, on se regroupe pour créer une sorte de collectif. Donc la Bolita qui est une proposition aussi de structure un peu différente à la forme traditionnelle des compagnies de théâtre et en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas une tête artistique spécifiquement. Il y a des gens et des volontés. Donc la Bolita, elle sert pour accueillir ces volontés. Donc chacun vient, tout celui-là qui est porteur d'une proposition, ils peuvent s'intégrer à l'intérieur de la Bolita et voilà, et réaliser ses projets personnels. D'accord. Je vois que tu travailles un peu avec le Chauffoir, qui est un projet. Voilà, donc il y a la Bolita qu'on est accueilli au Chauffoir, donc, et spécifiquement à la compagnie de danse de Cécilia. Et donc on a un espace de travail là-bas, il y a une collaboration qui existe depuis quelques années. Donc Francis Labey qui est un peu, pour ainsi dire, un peu le guide spirituel de la Bolita Compagnie. C'est lui qui est, disons, le point de connexion entre ces deux structures. Donc voilà, il y a des ateliers qui sont animés à l'intérieur du Chauffoir par la Bolita Compagnie. Et bon voilà, on répète là-bas. Et c'est un super endroit en plus. Et la Bolita, du coup, vous êtes combien à peu près? Alors, on est une petite dizaine de personnes. Après, ça reste une structure qui est ouverte. Ça veut dire qu'il faut quand même un lien quand même avec les gens de la Bolita. Souvent, c'est des amis qui ont déjà travaillé avec la Bolita Compagnie. Mais c'est justement, il n'existe pas une structure fermée pour dire, là, c'est les Bolitos, quoi. Et c'est tout celui-là qui a un projet. La Bolita, il est capable de le recevoir et donner les outils, disons, administratifs pour pouvoir réaliser nos idées. Voilà. Aujourd'hui, on te reçoit à l'atelier de la poissonnerie pour jouer le frigo de Copie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce, la genèse, qui fait que tu la joues? Alors, le frigo. Le frigo donne des copies. Copies, un auteur d'origine argentine, mais qui a réalisé toute sa carrière en France, donc exilé. Et voilà, on est dans les années 80 et tout. C'est une vision assez particulière du théâtre et de la vie, déjà. Et dans les années 80, c'était très contestataire comme auteur. Donc, la pièce du frigo. Bon, moi, je connaissais le théâtre de Copie pour des autres pièces que j'ai travaillées, comme Eva Perón, le 4 Gemelles. Et donc, le frigo, qui a une vingtaine d'années, donc c'est Bruno Boeglan, un metteur en scène lyonnais, qui m'a parlé de cette pièce-là, de l'univers du frigo. En me disant un commentaire d'une soirée, de fin de soirée, en me disant, toi, tu pourrais être un comédien qui pourrait s'approcher au frigo. Donc depuis 20 ans que ça dure, cette question de pourquoi, parce que c'est un univers très particulier. Je pense qu'il a fallu plein de choses, plein d'éléments. Donc déjà, s'approcher un peu à l'âge du personnage, dans 50 ans, c'est un peu mon cas actuellement. Et aussi tout un regard par rapport à notre génération et la question du frigo. Et après tout, on est un peu la première génération on est né avec la présence d'un frigo. Déjà chez nous, nos parents, ils n'avaient pas forcément un frigo dans leur enfance. Donc, et cette idée, cette présence et tout va quelque part, c'est pour la vision de Copie que je partage, va bouleverser quelque part aussi notre sens de la vie. Non, cette idée de pérenniser la mort, de pouvoir stocker ou retarder le processus de la décomposition. Donc là, Copie, à travers elle, donc le personnage principal de la pièce, il va nous dévoiler sa vision avec cette présence, non, qui fait partie de notre quotidien, le frigo. Donc c'est un ex-top modèle de bikini qui part à la retraite et crée ses mémoires. Là, on est la veille de son 50e anniversaire
et reçoit un frigo cadeau de sa mère. Donc à partir de là, comme une sorte de boîte de Pandora, cette frigo, il va ouvrir au pas toutes les possibilités dans lesquelles le personnage central va régler. On va voir cette confrontation avec les grands dossiers de la vie. L'amour, la mort, la vie, la maladie, la folie, la frustration, voilà, beaucoup de choses. Et c'est curieux parce que il a fallu quand même aussi, et peut-être le confinement, et le fait de me retrouver à un moment donné enfermé chez moi avec mon frigo, que cette pièce il commence à prendre donc un sens de réalité et de vérité. Parce que bon, dans la pièce, il faut dire, il y a une dizaine de personnages, et l'auteur, il exige que ça soit un seul comédien et un frigo. Donc c'est cette confrontation, donc le reste à découvrir, donc comment, le pourquoi. Donc on a envie aussi de sortir des schémas de théâtre conventionnel. Donc j'avais envie d'aborder cet auteur à partir de notre point de vue. Donc et je m'intéresse déjà parce que bon, le confinement, on était enfermés et tout, j'avais pas grand chose. Donc je retrouve de l'argile chez moi et je commence à faire tout un processus de travail de transformisme à partir de l'argile. Un peu à la façon du théâtre kabuki, le théâtre no, et le mime, le clown blanc. Donc un peu dans cette tradition de transformisme qui permet le masque blanc. Donc j'essaie d'ouvrir et répondre un peu à les exigences de ce texte-là. Et après c'est marrant parce que c'est une pièce qui, pour sa densité, il a toujours été abordée d'une façon presque comique, ou dirais-je un peu boulevard. Et moi c'est curieux parce que je retrouve un côté hyper tragique dans cette histoire-là. C'est quelque chose d'un profond déchirement, c'est vraiment une confrontation. Et ça, tous les moyens qu'on peut utiliser pour retarder le moment évident dans la vie, donc la présence de la mort. Du coup, il y a une amitié qui s'est un peu mise entre ce frigo et toi? Ah ben bien sûr, on est complices. Ah ben oui, il me comprend bien. C'est l'unique comédien qui me supporte. Donc oui, si, carrément. Et c'est curieux parce que j'en ai eu beaucoup, plein d'étapes avec ce texte-là. Au départ, je voulais simplement l'écouter, vraiment d'une façon sonore. J'étais pas dans la production forcément d'un spectacle qui pouvait être vu. Donc j'avais travaillé avec un musicien, avec un Morgan à Kiagora. On avait fait une version, j'ai appelé ça une version radiophonique parce que ça aurait pu s'écouter. Donc là, bon, et le besoin comme il n'y avait rien, donc la musique, il remplissait toutes les autres tâches, donc le côté scénographique, le transformisme de chaque personnage, les ambiances, tout. Mais bon, après, quand j'ai commencé à aborder vraiment la matière comme spectacle, je me suis rendu compte très rapidement que plus on enlevait des choses, plus on était dans une précarité, plus ça prenait un sens de vérité. C'est curieux. Donc à exception du frigo, j'élimine presque tous les éléments, comment on peut dire, tous les effets théâtraux pour laisser ouverte une porte au territoire où ça se passe cette histoire. On ne sait pas si c'est dans sa tête, ou dans le frigo, ou dans cette complicité finalement qui s'établit avec un frigo. Bon, voilà. Et ce personnage, cette travestie, c'est ça? Elle t'a apporté quelque chose un peu quand même? Alors, l'histoire de travestisme, moi je commence à faire du théâtre dans les années 80. Et dans la lutte pour les droits homosexuels et tout au Mexique, c'était très compliqué. Il y avait énormément d'homophobie à l'époque et tout. Donc il y a tout un courant. Donc Copy il fait partie de cette mouvance mondiale par rapport à la revendication des droits LGTB. Et voilà, Copy en France, donc il commence à nous présenter des personnages qui ne sont pas forcément hommes, femmes, ils ne sont pas tout à fait définis.
Moi, très rapidement, parce qu'après, à part d'être profondément solidaire à le respect de la différence, je n'ai pas de revendications concrètes à faire là-dedans. Et moi, j'ai trouvé, parce que ça est devenu très rapidement un drapeau. Copy, ça a été une sorte de drapeau militant par rapport à la mouvance homosexuelle. Mais moi, j'essaie de le sortir de cette stigmatisation, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait une importance vraiment. Jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose. Comment dire, se mettre des paillettes sur un plateau, ça n'a pas la même signification aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Donc, je trouve, et c'est là où intervient cette histoire de clown blanc, de masque et tout. Pour moi, la question du transvestisme chez Copy, c'est une histoire qui nous rapproche de la monstrosité. Ça veut dire que ces personnages, c'est souvent des gens de pouvoir, c'est des gouvernants, des gens de la mode, c'est les star systems, c'est toujours un peu cette idée et cette fausse idée contemporaine qu'on a que la réussite c'est bon voilà c'est le monde de l'argent, de la frivolité et tout, mais à l'intérieur c'est toujours des personnages qui n'ont plus de moralité, ce n'est plus des hommes, des femmes, c'est des choses. Non, la politique, l'argent, les star systems, les start-up a fait de ces gens-là quelque part des sortes de monstrosités et d'amoralité. Donc c'est par là que j'essaie d'aller, d'ailleurs, par rapport à ce texte-là, de toute cette souffrance qui se cache derrière le masque. Toute cette souffrance, qu'en plus je pense que c'est une souffrance assez universelle. Aujourd'hui, on est en train de payer cher et on voit que la génération de nos parents est en train de vieillir super mal. Donc, résultat de toute une culture de bouffer de la merde, de consommer de la merde, d'avoir un frigo, l'accès à un supermarché, l'accès à certains types de choses qui nous ont vendus comme une idée de l'idéal du bonheur. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'en fait, ils nous ont vendu que du poisson. Comme dit, aujourd'hui, le cancer, la santé, on est en train de payer super cher. Et là, c'est les parents. Nous, on est agrandis là-dedans. Donc, nous, il faut aussi qu'on commence à se dire que ça nous attend peut-être quelque chose de grave. Et je pense que le Covid, il vient nous accentuer cette question. Qu'aujourd'hui, ça nous confronte en réalité par rapport à nous, à nos valeurs, à la relation qu'on a avec les autres, avec l'amour, avec la famille, avec la maladie, avec le fait de vieillir, non? D'accepter qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tromper la mort, ni avec une capote. Copy est mort du sida, ni avec une capote, ni avec un masque, ni avec un vaccin, et encore moins avec un frigo. Voilà. Du coup, là, tu joues seul sur scène. C'est quelque chose que tu as souvent fait. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ben non, j'ai jamais fait d'ailleurs. Non. D'ailleurs, j'aime pas les unipersonnels, les monologues. J'ai toujours trouvé ça trop prétentieux comme idée. Et comme tu dis, là, c'est pas un monologue, il y a plusieurs personnages. Voilà, l'histoire, c'est que là, il aimerait bien dire que je suis tout seul sur le plateau. Oui, peut-être physiquement, mais tu n'as pas le choix. Face à ce type de matière, tu n'es pas tout seul. Il y a tout un défilé Et le frigo qui joue quand même un rôle important, ça donne sens à tout le reste. Donc, s'il n'y avait pas le frigo, il a le rôle titre. Il reste que mourir. Voilà, la pièce s'appelle Le frigo et c'est pas anodin, comment dire. Et donc, voilà, c'est marrant parce qu'il y a même des scènes qui c'est des dialogues complètement. Donc, et c'est ça qui était aussi intéressant aussi à aborder, de comment, avec rien, on peut pouvoir à un moment donné établir des conventions qui nous permettent de comprendre ces confrontations et ces univers et tout. Et bon, il faut le voir, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a du monde là-dedans, il y a du monde. Et globalement, dans ta façon de travailler aujourd'hui, quelles sont tes influences ? Alors, bon, comme je te disais, je viens de l'École nationale de théâtre au Mexique et tout.
Et c'est un peu dans la tradition de l'école russe, donc c'est Stanislavski. Bon, c'est les grands théoriques du théâtre, voilà, du XXe siècle. Moi, je viens quand même d'une formation assez conventionnelle, assez classique dans la formation théâtrale. Après, très rapidement, en faisant mes études et tout, je commençais à travailler avec des autres disciplines. J'en ai fait un peu de la danse, j'en ai fait voilà, des interventions dans des performances. Donc, il y avait toujours une recherche un peu alternative à côté de ma formation. Et puis, il y a des choses... Bon, puis la rencontre avec la France aussi qui va m'ouvrir le champ à des auteurs qui m'intéressent beaucoup, des auteurs contemporains comme Coltès, Copy même, et Guy Foissy, Enzo Corman. Bon, il y a une série d'auteurs français qui m'émuent pour leurs paroles, pour leur dynamisme et aussi pour leur alternative autant que théâtralité. Donc je trouve une sorte de classicisme alternatif qui me ressemble un petit peu. Et puis, parallèlement à ça, et le catch, je suis profondément influencé par le catch mexicain. Au Mexique, c'est une religion. Et bon, tout ce type de conventions de fiction et de théâtralité, parce que c'est... Au Mexique, ça ressemble beaucoup au cirque, dans le sens, c'est très acrobatique et très clown. Et on a plusieurs types de conventions. Une convention quand tu es à l'intérieur du ring, une convention quand tu es à l'extérieur, donc tu peux communiquer avec le public. Quand tu es en bas du ring, c'est une autre convention. Bon, c'est un endroit on dirait une boîte de Pandore. Peu importe où tu es, tu peux établir une convention différente. Donc, ce type d'approche, ça m'intéresse énormément. Que j'ai toujours cherché dans le théâtre, ce côté catharsis, que malheureusement, je trouve que dans le théâtre conventionnel, on a perdu énormément. C'est trop sage, on est très, très bien cultivé, il n'y a pas ce côté émotionnel, viscéral. Je suis nostalgique de Shakespeare, les gens ils s'abubaient, ça gaulait, et c'était un art vivant, mais même dans les structures elles-mêmes. Je retrouve un peu dans certaines choses comme les sports, c'était dynamisme dans les spectateurs. Donc, mon intervention d'aujourd'hui, c'est comment sortir le théâtre, justement, les éléments qui me plaisent énormément du théâtre, parce que c'est un endroit que j'en profite énormément pour sa convention, et de l'amener dans des territoires qui ne sont pas forcément dans la tradition théâtrale. Donc, voilà, donc le frigo, c'est une convention bifrontale qu'on essaye d'amener un peu partout. Le même frigo propose déjà une sorte de théâtralité en elle-même. Donc voilà, il y a 15 jours, on a joué dans un espace alternatif à Saint-Denis. On avait fait ça dans une grange pour des machines à traire. Donc, il y a une petite fosse et tout, et c'était super beau. Donc, les espaces, ça joue beaucoup aussi dans la nature de cet spectacle. Donc, voilà, pour les influences. Et après, plein de choses. Aujourd'hui, je suis énormément nourri pour la musique et j'essaie de trouver quelque chose dans la musicalité de la langue, du théâtre. Voilà. Bon. Aujourd'hui, tu joues avec ton frigo à l'atelier de la poissonnerie. C'est ça. Comment c'en est venu? Qu'est-ce qui a fait que tu as connu les lieux? Parce qu'on est voisins, hein, j'habite pas très loin et je viens souvent. En plus, j'aime bien, il y a des amis qui exposent souvent ici et tout. La terrasse est sympa. Et j'étais déjà venu avec des autres petites formes. On avait présenté un texte de Virginie Despentes, un discours, une adaptation qu'on avait fait. Ouais, justement, par rapport au confinement et tout, une sorte de réflexion de cette époque surréaliste qu'on vit, kafkienne, on dirait. 1984. Et donc, le frigo, je commence à le sortir un peu de ma cuisine. Et à le tester. Et après, j'ai toujours voulu aborder ces textes comme une sorte de performance. Et on n'est pas
dans comment, un rigueur de théâtre fixe. Donc, l'histoire du maquillage, que c'est aussi une matière vivante, c'est des trucs évolutifs. Donc, de laisser ouverte la porte, où est-ce que ça t'amène, où cette matière peut t'amener. Bon, après, on fait du théâtre. Il y a quand même un spectacle, il y a un frigo, il y a un déco, il y a une esthétique. Voilà, il y a à l'intérieur la place pour laisser évoluer cette folie, si on peut l'appeler comme ça. Voilà. Dans tes projets, tu as le frigo, mais est-ce que tu as quelque chose en préparation? Ben, si, ben, je continue ma carrière comme comédien, un peu à gauche à droite. Donc, je participe avec différentes structures. Bon, actuellement, je travaille pour une structure qui s'appelle Prévanet. Donc, Préva comme prévention, net comme Internet. Donc, on crée des objets théâtralisés par rapport à la prévention de dangers liés au numérique. Donc, là, en ce moment, on fait un volet commande pour le ministère de l'Intérieur sur la question radicalisation islamiste, voire réseaux sociaux. Dans cette petite forme qu'on amène dans des centres de détention, dans des ESPIP, dans des écoles de la deuxième chance. On est sur les territoires sensibles à la radicalisation islamiste. Voilà, ça c'est ma chemise un peu tête sociale, voilà. Et là, je viens d'être pris pour une production dont la création sera au Théâtre National de Thionville, le TNT, il me semble bien. Et non, ça c'est Toulouse. Et bon, Thionville, et donc c'est La Terre entre deux mondes, donc mise en scène Jean Boileau, que je viens de rencontrer. Donc, on a fait connaissance par rapport à ce texte-là. Donc, un texte de Nati Navarro. Donc, on commence la création en septembre. Ça doit jouer à partir de novembre. Donc, on est à Vitry aussi, dans le Centre national de Vitry. Bon, il y a une série de dates, des choses qui vont se passer par rapport à là. Donc, je vais jouer bien évidemment le mexicain. Et ça, donc là, la bolita et le frigo. Et le frigo, là, vu que c'est un objet assez léger et tout, je me projette un peu pour l'amener. J'ai envie de voyager avec le frigo, avec mon frigo. Et donc, on est un peu à l'attente des propositions par rapport à des festivals sur le territoire européen et éventuellement au Mexique l'année prochaine. Donc, Inch'Allah. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Facebook. Oui, Giovanni Ortega. La Bolita, souvent, c'est ce qu'on réalise à l'intérieur de la Bolita, il est affiché là. Sinon, je suis ami de tout le monde. Vous pouvez me contacter Facebook. Souvent, j'amène un peu les actualités de ma vie professionnelle et pas que, aussi mes commentaires à 2 pesos. Et pas que, parce que voilà. J'en avais beaucoup à dire par rapport aux élections, par exemple. Giovanni, merci. Ben, merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Ben, merci. Bon, mais au boulot. Standard. Look up your daughters, we're going out, and hope now, woman, that you won't cross us while we're singing. Look out, woman, we are the girls' eaters.
C'était Girls Eaters des Black Tomatoes. Maintenant, rejoignons la compagnie des objets perdus. Standard. Bonjour, aujourd'hui dans l'émission Standard, nous recevons la compagnie des objets perdus. Bonjour. 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 Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Dites-moi, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où allez-vous? Alors la compagnie des objets perdus, on est basé au nord de la Creuse. Voilà, à quelques encablures de l'Indre, on est voisins. Et voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on existe. On fait des spectacles et des expositions principalement basées autour de construction de machines sonores ou de machines non sonores, ça dépend. Voilà, c'est ça qu'on fait. D'accord. Donc là, c'était Géranium. Oui, moi je suis Géranium. D'accord. Donc nous avons aussi Manu C'est moi, Manu, oui. et Maude. C'est ça. Et donc oui, par rapport à la compagnie, un peu l'histoire d'où c'est venu, comment c'est né. Alors, on vient de Lille, on a passé beaucoup de temps à Lille, dans le Nord, et on a déménagé dans la Creuse en 2008. On faisait partie d'un collectif là-bas, du coup c'était pratique pour diffuser nos spectacles et nos créations. Et en arrivant dans la Creuse, on s'est retrouvé un petit peu démunis de tout ça, alors on a monté cette compagnie pour pouvoir diffuser nos projets. Voilà, et depuis, on tourne un petit peu, principalement pas trop loin de chez nous, et de temps en temps, on va un peu plus loin, en France. Voilà, en fait, la compagnie, au départ, c'était Géranium et moi, Manu. Et puis ensuite, il y a eu Étienne qui est arrivé, qui a fait notre administration. Ensuite, Hélène qui est arrivée, qui fait toute notre com, notre diff, etc. Et maintenant, il y a Maude qu'on a rencontrée il n'y a pas très très longtemps, qui participe avec nous au mécanographe, qu'on va voir ce soir. Et Maude qui est... Une dessinatrice compulsive. Et du fait, j'avais rencontré les machines de Géranium et Manu dans un spectacle. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec eux, en plus des machines. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, je vais passer de l'un à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, votre formation? Alors, je vais commencer. Moi, en fait, j'ai commencé par faire de la biologie. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un laboratoire pharmaceutique. Et j'ai rencontré Géranium, qui était déjà dans un collectif d'artistes. Et j'ai tout arrêté pour me mettre à la création artistique, fabriquer des mécanismes, tout ça. J'ai fait un stage de soudure, donc je suis soudeuse, pour justement faire des constructions. Voilà, et ça fait maintenant du coup une vingtaine d'années que je fais ça, plus de 20 ans que je fais ça. Et moi j'ai un parcours assez classique d'école d'art. Voilà, je fais mes études en Lorraine, avant de m'installer en Creuse, ça va faire bientôt 6 ans. Voilà, et moi donc ça fait bien longtemps que je suis musicien, j'ai commencé par faire de la batterie dans des groupes rock. Et puis après, j'ai rencontré tout le milieu de la musique improvisée et je m'y suis mis aussi. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient des machines sonores, principalement pour l'exposition. Et pareil, je me suis mis aussi parce que ça faisait longtemps que je récupérais pas mal d'objets dont je ne savais pas quoi faire, mais je me doutais bien qu'ils serviraient à quelque chose. Et voilà, je me suis mis à assembler tout ça pour faire des machines sonores. Et depuis, je fais des expositions et des concerts avec tous ces objets depuis 25 ans. Et du coup, tu parles d'objets, de récupération. Les mécanographes, justement, ces objets, d'où ça vient la genèse vraiment de ce spectacle? Alors, précédemment, c'est-à-dire il y a 2 ans, avec Manu, on a fait un autre spectacle qui s'appelle Billy Fou, où on présente une série de machines qui ne servent à rien. Donc on argumente un peu autour de tout ça. Et au fur et à mesure que je les présente, Manu les fait dessiner. Il y a des papiers au sol et elle les agrémente de pinceaux, de bouts de serpillière plein d'encre, des choses comme ça, et elle les fait dessiner. Et c'est en voyant ce spectacle que Maude a eu envie de venir dessiner avec les machines, puisque c'est vrai qu'elle a un trait un peu automatique comme ça, elle peut dessiner pendant des heures presque sans regarder, compulsive comme elle dit. Et de fait, ça allait bien avec le comportement des machines qui elles, dessinent tout le temps, jusqu'à ce que les piles soient usées. Et voilà, et du coup on est parti des machines qui existaient dans Billy Fou, et j'en ai créé d'autres pour que ce soit déclinable sur une plus grande surface de papier. Et là c'est vraiment une performance où on fait dessiner les machines, Maude dessine en même temps, et moi je fais du son, cette fois-ci je reprends le côté sonore de l'affaire. Et voilà, ça fait une espèce de performance graphico-sonore, on pourrait dire, voilà. Ouais. J'ai vu que vous travaillez aussi avec des enfants.
faisiez des ateliers, des choses comme ça, non? Quelquefois, on peut faire des ateliers, en effet. Quand on nous demande, on fait des ateliers. Souvent des ateliers plutôt sur le son, de la découverte de machines sonores plutôt. D'accord. Voilà, on peut faire ça. Voilà, de la manipulation d'objets, mais plus du côté sonore et moins du côté de la construction, parce que c'est tout de suite compliqué de mettre en route un atelier de construction avec des petits. Si le groupe est nombreux, il faut de l'espace, il faut des outils, il faut faire attention, il faut beaucoup de conditions. Donc on a rarement fait de construction avec des groupes, mais voilà, plutôt de découverte, sensibilisation du geste sonore sur les objets, comment faire sonner un objet, qu'est-ce qui résonne, etc. etc. Dans quel cadre? Des écoles, des centres sociaux, Voilà, c'est ça, c'est vraiment selon les sollicitations. On n'a pas de routine, on va dire. C'est vraiment les écoles qui nous sollicitent, des centres sociaux. Des fois, c'est principalement dans ces deux cas de figure-là, oui. D'accord. Et vous tournez principalement dans le Berry, le centre, la France entière? Oui, principalement dans la Creuse et dans le Berry. Après, on a quand même quelques dates qu'on a fait, une en région parisienne. On va en faire une en Lorraine aussi dans pas longtemps. Donc, en France, on avait tourné pas mal avec d'autres projets. Du coup, on a encore un petit peu de réseau. Et plutôt dans le nord ou le centre de la France, un peu moins dans le sud. Mais voilà, c'est ça nos principales sources d'activité. On ne tourne pas énormément parce qu'on est aussi constructeur pour d'autres compagnies. D'accord. C'est-à-dire qu'on voilà des compagnies là. Dernièrement, on a travaillé pour une compagnie plutôt marionnette cirque, on leur a construit une marionnette. Après, on a travaillé pour des clowns. Pour leur construire plutôt pas vraiment un décor, mais plutôt des accessoires ou des choses comme ça, des choses un peu mécaniques. D'accord. Voilà, notre principale activité quand même, on peut dire que c'est la construction. D'accord. C'est une espèce de collectif ou vraiment Non, on fait ça vraiment à deux. Ouais. Après, c'est plus les compagnies qui s'adressent à nous quand ils ont envie de faire quelque chose de mécanique parce qu'ils savent que c'est un peu notre rayon de compétences. Et s'ils ont envie d'un élément de décor qui bouge, s'ils ont envie, par exemple, il y avait un clown qui avait envie de casser une cuisine, mais qui se remonte pour pouvoir la casser le lendemain encore, pour faire un spectacle. Et du coup, il a fallu concevoir la construction de la cuisine, les éléments qui se démontent, et du coup les articulations, les choses qui se démontent facilement, et qui se remontent aussi, qui se transportent dans une petite voiture. Et tous les petits gadgets de la cuisine, tous que quand on ouvre un tiroir, il y a un machin qui sort, etc. etc. Ça, c'était un des plus gros projets qu'on ait fait pour quelqu'un, quoi. Ouais. Après, une autre compagnie qui nous avait demandé une espèce de structure, elle voulait manipuler, la femme de la compagnie était marionnettiste, elle voulait manipuler à distance des objets. Du coup, il y a tout un réseau de poulies. Il a fallu faire un petit cadre avec des poulies au plafond pour qu'elle puisse commander ça avec des tas de repères. Bon, ça peut être ce genre de choses. C'est assez divers, c'est à chaque fois différent. C'est ça qui fait aussi l'intérêt de ce genre de construction. Vous avez des projets à venir ou vous êtes vraiment sur les mécanographes en ce moment? Là, on est sur les mécanographes et sur Bilbilifou qu'on va tourner là, dans 15 jours du côté de chez nous. Après, on va aller à Bessines, au festival Graines de Rue. Après, on va aller à Épinal, au festival Rue et compagnie. Là, oui, voilà, on est beaucoup en tournée de Bilbilifou et les mécanographes. On n'a pas de construction en projet de cours. Ah si, on va création. travailler pour un clown de Nancy. On doit lui fabriquer un banc qui va jouer dans la rue. On ne sait pas encore tout. Puis on ne va pas vous dévoiler les secrets du banc. Non, évidemment. Non, on ne sait pas encore, mais on va aller travailler là-dessus bientôt, ouais. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez des réseaux sociaux, un site peut-être? On n'a pas de réseaux sociaux parce qu'on n'a pas de téléphone portable. D'accord. On est à peu près les derniers en France, ou Je peut-être pense. même au monde, Ouais, à pas avoir de Pas portable. loin en tout cas. Ouais. Et par contre, on a un site qui s'appelle lesobjetsperdus.fr. .fr. Voilà. Et où il y a à peu près tout ce qu'il faut dessus. Et puis toi, Maud, peut-être, tu as un Facebook ou non? Si. Ouais, mais on a un Instagram, les mécanographes d'ailleurs. Ah oui, on a un Instagram. Mais j'y connais rien, alors c'est Maud qui va dire. Oui, sur Instagram, les mécanographes, D'accord. tout attaché. Merci beaucoup. Ah, mais de rien, merci à vous. Merci à C'était vous. un plaisir de vous recevoir Merci beaucoup. et à très vite. Ouais, Entendu. à Merci. tout de suite. Bonne continuation. Standard.
You've been trapped in an endless night, and hand in hand it won't be the same. You're running on an endless bridge, and we don't know when it's time to go. You've been trapped in an endless night, hand in hand. You won't be the same. You've been trapped in an endless sleep, and we don't know when it's time to go. You're running in an endless sleep, and we don't know when it's time to go. C'était les Kids Among Giants avec Endless Night, et pour finir cette soirée, nous allons passer avec la compagnie des Enfants du Tonnerre. Standard. Bonjour, aujourd'hui dans Standard, nous recevons les Enfants du Tonnerre. Pour commencer, je vais peut-être demander l'un après l'autre. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Donc moi je m'appelle Lisa Labbé, je suis la metteuse en scène du spectacle On Purge Bébé qu'on a présenté aujourd'hui avec l'atelier de la poissonnerie à Saint-Cierges, Saint-Germain. Moi c'est Alice Gaudry, je suis comédienne dans les On Purge Bébé. Moi c'est Lucille Barre, je suis comédienne pour la compagnie Les Enfants du Tonnerre. Et moi, je suis José Luis Vivalo, et comédien de la compagnie, bien sûr, Les Enfants du Tonnerre. Et je viens de Bagnolet. Et moi je suis Jonathan Foguet, technicien et constructeur de décors de la compagnie des Enfants du Tonnerre. Du coup, aujourd'hui, vous venez de jouer par rapport à cette journée à Saint-Cierges. Comment ça s'est fait? Comment on est venu à jouer ici aujourd'hui? Eh ben, on a été contacté par l'atelier de la poissonnerie qui nous a dit que en fait, Saint-Cierges cherche à créer une journée culturelle. Donc voilà, ils ont fait appel à nous et puis on avait le choix entre deux spectacles. Donc c'est comme ça que le contact s'est créé. L'atelier de la poissonnerie nous a demandé de choisir entre ces deux spectacles. Et donc on a choisi le spectacle qui pouvait se faire à l'extérieur en fait, sur les deux. Et du coup, par rapport à justement ce spectacle, donc c'est On Purge Bébé, pourquoi du fait d'eau? Pourquoi du fait d'eau? Parce que c'est drôle. Ouais, parce que c'est drôle, parce que c'est intelligent. C'est bien écrit. Parce que c'est simple, Ouais. ça touche tout le monde, ça parle à tout le monde, c'est pour tout public. C'est pour tout public et en même temps il y a un vocabulaire parfois un peu poussé. J'aime bien Fedo parce que ça rassemble plusieurs types de publics. Un public qui aime bien aller au théâtre et aussi peut-être un public qui n'y a jamais été. Quelle est la genèse de cette compagnie? Du coup, c'est moi qui ai créé la compagnie en 2018 à Argenton-sur-Creuse. Et puis maintenant on est à Cusion, donc dans le 36, à côté d'Aiguzon. Moi je suis parisienne à la base et il y a 2 ans et demi j'ai déménagé ici, j'ai créé la compagnie de théâtre. Ça a été le Covid et ça nous a permis
de créer 2 spectacles en fait. On a eu le temps finalement de créer des spectacles. Et voilà, la jeunesse c'est ça, on est tous en fait des pièces un peu rapportées, on se connaissait pas en fait entre nous, sauf José Luis avec qui je travaille depuis des années à Paris. Et sinon Lucille, et ben on s'est rencontrés comme ça parce que j'ai diffusé une annonce sur internet et elle m'a dit oui moi je suis là. Et donc du coup voilà, elle a intégré la troupe. Vassi c'est pareil, elle a intégré la troupe. Parce que tu as croisé mon compagnon qui a dit qu'il était comédien et que tu cherchais des comédiens et des comédiennes et du coup tu nous as rencontrés tous les deux à ce moment-là. Voilà. Pour Réveil et On Purge Bébé. Ouais, et Jonathan, donc, qui est le technicien de la compagnie, c'est aussi mon compagnon. Voilà. Donc au fur et à mesure, voilà, on a créé cette compagnie qui à la base était d'une seule personne, quoi. Pourquoi les enfants du tonnerre? Moi je voulais les enfants terribles, mais c'était déjà pris. Voilà. Qu'on arrive comme des coups d'éclat. Quelle est votre formation? D'où vous venez? Comment je suis venue au théâtre? Parce que j'ai fait du théâtre au lycée Jean Giraudoux à Châteauroux et ça s'est très bien passé. Et à la fin de mon lycée, je devais faire un BTS négociation et relations clients pour vendre des voitures. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas mon monde, c'est pas pour moi. J'adore les voitures, mais je veux pas en vendre. Et puis ça m'avait tellement plu, je me suis tellement épanouie pendant les ateliers théâtre avec Madame Tano. Et du coup, j'ai fait ma vie, j'ai commencé ma vie là-bas. Je suis partie à Paris, à l'école Artefact. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis je suis sortie en 2017 après avoir fait le Festival d'Avignon. Et puis après, je suis revenue ici, dans ma région. Et puis voilà, je travaille avec Lisa, je travaille avec d'autres compagnies de la région. Et voilà comment on y est. Alors, moi, j'ai commencé au Chili, je suis chilien. Et donc j'ai fait une école là-bas. Une école de théâtre. Et puis en France, je suis venu pour faire des études théoriques sur les théâtres, notamment l'anthropologie théâtrale. Et pendant mes études à la fac, j'ai rencontré une compagnie à Paris, Mister Bouffe, compagnie des comédias, de l'arte. Et alors j'ai commencé petit à petit dans cette compagnie, et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à trouver une place en fait dans cette compagnie. À travailler dans des spectacles de la compagnie, etc. Et du coup, vraiment, c'était un peu la vie qui a pris la décision. Je me suis retrouvé épanoui ici. J'ai rencontré des grands professionnels de théâtre, des grands collègues. Et voilà, et maintenant c'est chez moi. Voilà. Moi, j'ai commencé un petit peu le théâtre au collège, ça me plaisait bien. Malheureusement pour moi, après je suis allée en S au lycée, mais j'ai eu la chance d'aller voir une pièce avec ma classe en français, d'aller voir Don Juan, mise en scène par Omar Porras, et ça m'a fait un peu le coup de foudre où je me suis dit ok, je veux vraiment faire du théâtre, je n'ai rien à foutre en S. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir à un moment d'aller à Besançon où je pouvais faire et le conservatoire en art dramatique et la fac en art du spectacle, la licence et le master. Du coup voilà, après j'ai un peu bougé à droite à gauche, j'ai un peu arrêté, j'ai repris, parce que bon, il faut aussi travailler pour vivre tout simplement. Mais ça fait maintenant 2-3 ans que je suis dans l'Indre et il y a eu le confinement, hein, voilà. Mais ça y est, enfin ça prend vie tout ça et je sais de vivre du théâtre, voilà. Bonjour. Alors moi je suis pas du tout issu du milieu du théâtre à l'origine. Je suis même pas du tout, je suis technicien son normalement, mais à l'heure d'aujourd'hui, jusque là j'ai jamais travaillé dans le spectacle, ça fait que 4-5 ans que je travaille dans le spectacle en fait. Et avant je suis issu de la mécanique moto, j'ai travaillé 10 ans en tant que mécanicien moto et je me suis retrouvé à travailler sur une scène un jour de musique, donc complètement différent du théâtre. Ce qui m'a amené à être dans la technique du son, ce qui me plaît beaucoup depuis que je suis tout petit, et de ma compagne, enfin d'être en couple avec Lisa, en fait, c'est ce qui m'a apporté un petit peu plus un regard vers le théâtre qui m'intéressait déjà, mais pas au niveau de la technique, et voilà. Et je précise que Jonathan aussi, il vient du monde de la free party, et je trouve important de préciser qu'il y a beaucoup de
de techniciens son, enfin c'est Jonathan qui me le dit comme ça, hein. Il y a beaucoup de techniciens son qui sont issus de la free party et que les clichés et le mauvais traitement qu'on fait en ce moment à la free party, c'est fort dommage parce qu'il y a du coup des gens qui s'y connaissent très bien, quoi, forcément. Voilà. Et ben, moi je vais faire rapide. J'ai fait une école de théâtre à Montreuil, puis j'ai toujours plus ou moins fait l'imbécile devant mes parents. Donc je sais pas, c'était un peu logique de faire l'imbécile devant les gens. Et voilà, et je sais pas exactement pourquoi on fait du théâtre. Ce qui est sûr, c'est que ça devient un peu compliqué d'en vivre. Ça devient un peu compliqué. Même avec l'intermittence du spectacle, ben, comme tout le monde, hein, avec le coût de la vie, tout ça, on est tous un peu en galère. Mais on tiendra bon. Parce qu'on s'épanouit et parce qu'on vraiment on rencontre des gens, des mondes, vraiment. Et quand on bouge avec nos pièces, c'est toujours une sorte de road movie qui se passe dans la vie de chacun. Et donc oui, c'est un métier ingrat à niveau financier parfois, surtout quand le coût de vie est très cher comme aujourd'hui, tout le monde, des prix. Mais en même temps, il y a une vocation profonde. Et donc voilà, c'est là qu'on trouve la force en fait, humaine pour... C'est pas un sacrifice, hein. Non plus, je vais dire, mais quand même, c'est pas évident. Voilà. Par rapport à la compagnie, ce que vous choisissez de faire, quelles sont les influences? Moi, par exemple, tu vois, c'est... Je sais pas, en ce moment, il y a beaucoup une question de corps, enfin de qu'est-ce qu'on fait avec son corps, qu'est-ce qu'on fait avec le texte. J'ai envie d'aller un peu plus dans la danse contemporaine, mais parce que j'ai une formation de commedia dell'arte dans la même compagnie dont Rossé parlait tout à l'heure, donc un théâtre très corporel. Et voilà, moi je suis un peu là-dedans en ce moment, mais sinon, l'inspiration de base, moi, c'est la musique, quoi. C'est un peu ça qui me meut tous les jours, tu vois. C'est le rythme, en fait, je sais pas. Le rythme, ouais. Est-ce que vous avez des projets? Ben, on a tous des projets. Parce que non seulement il faut multiplier les projets, c'est le principe d'être intermittent du spectacle, mais en plus c'est vraiment bien de faire plein de choses différentes. Et en plus on a la chance de pouvoir le faire. Et ça franchement je pense qu'on peut remercier le statut d'intermittent de nous permettre de pouvoir faire tant de choses différentes. Je pense que dans une vie on a essayé plein de personnages, on a essayé d'être danseur, on a essayé d'être mime, on a essayé d'être comédien, ça c'est trop bien. Donc chacun on a un peu nos projets perso. Et puis sinon au niveau de la compagnie, eh ben, certainement l'idée c'est de faire l'année prochaine et puis l'année d'après encore un travail de terrain comme on fait là à Saint-Cierges, c'est-à-dire de rencontrer le public au plus près, quoi. C'est-à-dire devant 10, 15, 20 personnes, juste être là pour eux. Bah, moi c'est ce que je défends en fait avec la compagnie, c'est un travail de territoire au plus près de l'habitant dans les zones rurales. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment contente de l'invitation de l'atelier de la poissonnerie, parce que c'est bien de jouer dans les théâtres, c'est super de pouvoir jouer à Equinox, à Châteauroux et à la Vincennes, à Argenton, c'est super. Mais ce qui est vraiment bien aussi, c'est quand les gens n'ont pas à faire 50 km pour voir une bonne pièce de théâtre, ils la voient voilà, chez eux. J'aime beaucoup cette idée. Donc l'idée c'est de refaire une pièce intelligente, drôle, qui passe un peu partout, qu'on peut jouer à l'extérieur, à l'intérieur, et puis que voilà, les gens apprécient, quoi, du divertissement en fait, au plus près des habitants. Parce que du coup, la proximité, quand il y a peu de monde comme aujourd'hui, comme tu dis, 10-20 personnes, mais même pour vous, c'est pas la même chose, c'est pas le même ressenti, on est plus dans une espèce d'intimité peut-être. Oui, bah, c'est différent, mais comme là aujourd'hui où on n'est pas sur scène, on était sur le même plan que les spectateurs qui étaient peu nombreux, mais puis on n'avait pas beaucoup d'écart, mais on communique beaucoup, quoi. On leur lance des répliques à eux, comme si c'était à eux en fait de nous répondre et pas à notre partenaire. Ça c'est cool. Bon après dans des théâtres c'est toujours sympa, mais c'est deux ambiances différentes. Et comme ça c'est hyper sympa d'être en fait les gens rentrent dans l'appartement de monsieur et madame Follavoine. Ils sont avec nous et limite ils peuvent se prendre un petit verre d'Ugnali Janos. Et en fait c'est juste le fait que nous on ne travaille pas avec les quatrièmes murs. C'est relation directe avec le public, parce que on a besoin d'eux aussi. On a besoin de leur énergie. On a besoin, nous on respire avec le public. On essaye de mesurer les pouls quand on débarque sur scène pour voir comment ils sont les publics, quelle énergie il faut mettre pour
pour les faire venir à notre histoire. Et donc ça c'est un travail vraiment des proximités, mais à fond vraiment. En tout cas, 10, 20 personnes ou 300 personnes, c'est le même état d'implication. Ah oui. C'est ça qui est... Oui, mais c'est pas tous les... Toutes les équipes sont pas comme ça en fait. J'aime beaucoup travailler aussi avec cette équipe parce qu'il y a une question... Enfin, je sais pas, il y a une notion d'humilité aussi. Et qu'il faut avoir quand on fait un travail de territoire en zone rurale. Je veux dire, il faut quand même avoir une humilité. Et donc ça, c'est super. Et jouer devant 20 personnes, c'est toujours 20 personnes. Ils se sont déplacés pour venir nous voir. Donc on leur offre la même énergie, le même spectacle que s'ils étaient 300. Et encore, peut-être on se dit, il y en a 20 qui se sont déplacés, donc on y va. Et parfois, on peut peut-être se laisser avoir dans l'autre sens moins de personnes et donc y aller encore plus. Justement, je ne parlais pas forcément d'implication, mais plus aussi par rapport à un ressenti, justement une proximité qui est... justement, il y a un côté plus proche, comme tu disais, d'être au même niveau que le public, même pas sur une scène, et que eux sont presque dans le salon, comme tu dis. Donc, pour vous, ça doit être un ressenti aussi. C'est un autre mood, quoi, non? Peut-être. De toute façon, il faut que le taf soit fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au niveau du ressenti, en fait, on essaye de pas trop se laisser aller à notre ressenti, mais surtout d'être à l'écoute du public. Et c'est plus facile quand il est prêt, en fait. Tu vois. Donc, au niveau de notre ressenti, c'est très agréable aussi de les voir. Quand on est en salle et qu'on a les projecteurs, le ressenti, effectivement, il est différent parce qu'on les voit pas. Là, ça fait un peu peur, c'est sûr, parce que si les publics s'ennuient, on le voit tout de suite, tu vois. S'ils détournent le regard, là, quand les voitures passent dans la rue, on voit tout de suite que les regards, ils regardent la voiture, tu vois. Donc, c'est un challenge, en fait. Mais c'est toujours super positif, quoi. Oui, totalement. Et bon, je fais un petit peu là, j'ai rebondi sur le fait que quand on voit les publics, quand on est avec les publics, bien sûr, les ressentis justement de faire les tafs, de les bien faire, mais avec cette contrainte d'être en communication directe avec les publics, oui, ça nous rajoute une responsabilité différente et peut-être plus poussée si on est dans une salle de théâtre avec ces spots qui nous tombent sur la gueule et qu'on ne voit personne. Donc si tu es, mais naturellement, tu vas faire abstraction du public parce que tu ne les vois pas. Et du coup, tu te connectes avec tes partenaires et avec toi-même. Donc, les ressentis, c'est différent. Naturellement, c'est différent. Comment on vous retrouve? Les réseaux sociaux, vous avez un site? Tout à fait. Les Enfants du Tonnerre sur Facebook, vous tapez. Le lien du site internet, il est trop compliqué pour que je vous le donne là parce qu'on n'a pas acheté de nom de domaine. Mais en tout cas, et puis les référencements Google, bon. Mais sur Facebook, vous trouvez le lien vers le site Les Enfants du Tonnerre. Compagnie Les Enfants du Tonnerre. Ouais. On peut rajouter les prochaines dates. Parce qu'on en a 4 de prévus. On joue le vendredi 27 mai à Saint-Benoît-du-Sault. Le samedi 28 mai, on joue à Argenton-sur-Creuse à l'avant-scène. Le dimanche 29 mai à l'après-midi, on joue au parc de Belle-Île. Et le vendredi 3 juin, on joue à Saint-Panthère. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Partagé. Maintenant, l'émission touche à sa fin. Merci à tous pour votre fidélité. Nous, on se retrouve le 27 juin sur Radio Balistique. C'était Alexandre sur Standard. Standard, une émission présentée par l'Atelier de la Poissonnerie.